Merci beaucoup. Je vais faire les procédures habituelles, remercier Emmanuel Guigon et son collègue du Collège d'architecture de Barcelone, ainsi que Laurent Lebon, bien sûr, et les deux équipes du musée Picasso de Barcelone et du musée Picasso de Paris. Émilie aussi, je crois, qui a été, comme d'habitude, très, très active dans la préparation de ce colloque consacré à Picasso et l'identité. C'est un sujet considérable et je vois qu'effectivement à la lecture de ce programme très riche, très très copieux et qui en plus a éveillé, a suscité de nouvelles vocations d'étudiants, d'enseignants que nous ne connaissons pas, qui viennent de nouveaux pays picassiens. Décidément, l'empire Picasso ne cessera jamais de s'étendre et c'est une excellente nouvelle pour nous tous. J'ai réintitulé en fait ce texte d'ouverture consacré à Picasso, Le mystère Picasso. C'est un titre bien sûr que vous connaissez tous pour avoir vu ce film assez fascinant de Georges-Henri Clouzot en 1955, Le mystère Picasso. Alors je vais revenir sur l'histoire de ce mystère Picasso. Dieu sait si pourtant nous avons tous lu des livres et quantité de biographies sur Picasso, si nous avons tous depuis tant d'années parcouru des expositions Picasso et lu quantité de textes, d'articles, de catalogues. Et pourtant, il demeure un mystère Picasso, puisqu'il y a encore aujourd'hui ce thème excellent de Picasso et l'identité. En 1946, on va commencer bien sûr par Jaume Sabartés, puisque nous sommes dans sa ville de Barcelone. En 1946, donc Jaume Sabartés, le premier grand biographe de Picasso, dont vendredi nous parlera Margarita Cortadella. Sabartés trace de Picasso un portrait, tout en finesse et en subtilité, que sa très longue intimité avec l'artiste lui permettait. Vous connaissez ce texte magnifique qui mêle analyse psychologique, description d'une vie d'atelier aussi et de travail intense. Sabartés tente de capter les ressorts secrets d'une personnalité exceptionnelle, hors norme, dont l'identité est à la fois solide comme un roc, mais aussi multiple et mouvante. Derrière l'éblouissement, je le cite, du jaillissement inépuisable, du mouvement infatigable, du producteur prométhéen, donc que Clouzot saisira sur le vif pour son film de 1955, Le mystère Picasso, Sabartés traque l'influence entre les lignes du milieu familial, géographique, historique, social et artistique sur le cours de l'œuvre de Picasso. Il attribue à une sensibilité presque animale, en quelque sorte, son refus apotropaïque de l'immobilisme. Je cite encore Sabartés. Au plus haut point docile à ses impressions, il reçoit des suggestions de n'importe quoi, d'une fleur, d'un papier qui traîne par terre, etc. Sa sensibilité toujours prête à percevoir. Le reste lui vient de l'inquiétude, de l'intelligence, des sensations et des souvenirs. Tout en lui fermente, rien ne s'arrête. Vous avez ici cette très belle feuille du musée Picasso parisien, étude d'autoportrait de 1906, qui est préparatoire au très célèbre autoportrait de Philadelphie, qui est dans l'exposition remarquable de Lizzie Colling. En tout cas, il était à Londres. Je salue ici la présence de Lizzie Colling, une des plus remarquables picassiennes. Et dans l'autoportrait de Philadelphie, que tout le monde connaît, Picasso, dès 1906, se pose déjà en grand maître de la peinture avec sa palette. Il est bien sûr l'héritier de Cézanne, mais aussi ce jeune homme qu'il restera toujours. On reconnaît dans les photographies du Fournasse, dans les années 50, 40, 45, 50 aussi, toujours le même maillot, cette espèce d'homme méditerranéen en quelque sorte qui pose comme un antique, à moitié nu,
avec ce regard très ferme qui regarde au loin. On le retrouve ici dans la tête du premier plan de l'étude, et puis tout autour comme une constellation d'autres Picasso, de cette identité multiple, de cet homme infatigable qui ne cesse pas de travailler. Il y a ce jeu du regard immense et noir, de justement ce passage de la main jusqu'au monde, qui ne cesse pas, c'est semblable, cette feuille finalement est semblable à un petit film où se télescope plusieurs images de lui-même en hyperactif, dirions-nous aujourd'hui, ce regard immense et concentré qui témoigne justement de cette puissance vitale, de sa façon, disait Jean Lémarie dans sa préface du catalogue de la rétrospective de 1966 au Grand Palais à Paris, de créer constamment dans le présent. Créer constamment dans le présent, c'est déjà cette image que Picasso donne de lui-même dans cette feuille d'étude de 1906. Et si derrière le narcissique, en quelque sorte, qui a coup d'autoportrait, de représentation autobiographique ou autofictionnelle aussi, a donné le deuil des images qui ont bâti son mythe, demeurait entier, justement, un mystère Picasso. La lecture de ce très riche programme du colloque sur 3 jours qui explore les différentes identités assumées ou revendiquées par Picasso au cours de sa longue existence va nous ouvrir des perspectives, parfois inattendues, je dois le dire, sur ce caractère sinueux, polyfacétique, insaisissable de son moi, de sa psychologie. Yves-Alain Bois, dans son très beau texte publié par le musée Picasso de Paris, Picasso et l'abstraction, le résume en une formule dont Yves-Alain a le secret. Ce n'est un mystère pour personne que Picasso est un grand réactif. Évidemment, en écrivant ceci, il pensait à cette fameuse relation Matisse et Picasso, la réaction de Picasso à Matisse et à tant d'autres tout au long de sa vie, à Braque, à Gonzalez, jusqu'à la fin. Bien sûr, Matisse, c'est jusqu'à la disparition de Matisse et au-delà. Un grand réactif donc, mais il y aurait aussi toute une histoire à écrire de Picasso et l'amitié, Picasso et ses amitiés, puisque c'est aussi, et avec Sabartès, on peut le dire, un des socles essentiels de son existence et de sa création. Forte de toutes vos propositions, je voudrais simplement ici récapituler en quelque sorte ce qu'il en ressort. 3 grandes identités. D'abord, l'identité artistique. Au fil de toutes ces lectures que nous avons tous connues parfaitement, de toutes ces lectures, de toutes ces expositions, de toutes ces réflexions, il revient toujours cette idée que Picasso est d'abord un phénomène, un enfant prodige, sachant dessiner avant d'écrire, selon la légende. Dessinateur, peintre, graveur, sculpteur, céramiste, il est à la fois héritier et inventeur. Il est fils de peintre, José Ruiz Blasco, le pauvre José Ruiz Blasco. Il est héritier de la tradition espagnole, du Greco, de Velázquez, de Murillo et de combien d'autres, mais aussi de la modernité française, de Manet à Cézanne, et puis, tout au long de son existence, disciple d'Ingres, de Poussin, de Rembrandt. Il est l'inventeur suprême, celui qui incarne la notion même d'avant-garde, la notion même de rupture de l'art du XXe siècle. Il est le co-créateur du cubisme. Il est Picasso l'Africain, l'oiseau du Bénin, selon Apollinaire. Et puis, le décorateur de théâtre pour les ballets russes. Le bourgeois de la rue La Boétie, marié religieusement, en son époque duchesse, disait Max Jacob. Puis très vite, c'est l'ogre qui revient, dissimulé sous les traits du monstrueux Minotaure. Mais dans les années 20, Picasso, c'est aussi le peintre et son modèle, le double du Fraunhofer du chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Et exactement au même moment, en 1926, celui de la peinture au défi et des chiffons crucifiés. Souvenez-vous d'Aragon. Vers le même temps, il arriva que Picasso fit une chose très grave. Il prit une chemise sale et il la fixa sur une toile avec du fil et une aiguille. Il fit un collage avec des clous qui sortaient du tableau. Toujours la stratégie du grand écart. À Dinard, en 1928, avec le cycle des cabines de bain,
dont Picasso disait qu'il s'agit d'ouvrir avec une grande clé. Cette fois, c'est le contemporain de Freud qui peint, qui invente des images à fonctionnement symbolique et poétique dans la mouvance surréaliste, mais pas tout à fait surréaliste. Car pour André Breton, en 1933, le seul peintre de, je cite Breton, l'émotion unique de la révélation, c'est Picasso dans son élément. C'est celui, bien sûr, qui est aussi poète, poète automatique ou non. Poète, peintre, mais aussi directeur de musée du Prado en 1936, et puis toujours inlassablement photographe de son œuvre et de lui-même, et donc imagier, créateur de son propre mythe. Et tout d'un coup, après-guerre, voilà notre Picasso, humble potier prolétaire, à Valoris, et encore cinéaste expérimental. On n'en finirait pas de suivre toutes les pirouettes de Picasso. Bill Rubin et Kirk Vonnegut ont publié dans le catalogue de 1996, Picasso et le portrait, cet ensemble de 4 photographies, si vous pouvez... Voilà. Cet ensemble de 4 photographies qu'ils ont rassemblées sur une même page, qui date de l'atelier de la rue Schœlcher en 1915-1916 et qui sont extrêmement significatives des travestissements et des métamorphoses de Picasso. Même époque, même atelier, 15-16, époque de transition. Et vous le voyez, Picasso qui pose pour lui-même, pour l'éternité, dans son atelier entouré des dernières peintures, des dernières œuvres, atelier déjà bourgeois, à Montparnasse, mais malgré tout, il pose une fois, cravaté, costumé, l'arrêt bien peigné, en bourgeois, et puis, sans doute au même moment, vous le voyez, il a retrouvé l'habit de prolétaire, l'habit d'artiste de sa jeunesse, avec Braque, sa casquette d'ouvrier, et puis d'un vraisemblable pantalon dont il avait le secret, et puis cette veste un peu avachie, le regard dur, les mains dans les poches, c'est un combattant qui nous regarde. Et puis encore un peu plus bas, vous le voyez, Picasso, alors cette fois toujours dans l'esprit du bateau lavoir, les shorts à moitié nus, un esprit qui conservera toute sa vie, puisque dans les dernières photographies, dans le Midi, il est toujours cet éternel jeune homme en maillot de bain, face à son chevalet, un petit peu comme le Velázquez des Ménines. Et puis encore, à droite, un peu plus bas, c'est le boxeur, sorte d'Arthur Cravane ou de Braque peut-être, de la peinture, et encore une fois, cette pose déterminée du combattant. Tout ça, c'est le même homme, c'est toujours Picasso dans son atelier. Identité nationale, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le colloque, l'identité nationale de Picasso. Picasso, en effet, est espagnol, mais il est aussi andalou, par sa naissance à Malaga, et puis catalan de cœur. Son attachement à Barcelone est pérennisé par sa donation dans cette ville, qui a permis la création, 1963, de ce musée extraordinaire, musée créé dans une période où il était difficile d'ouvrir un musée à Barcelone, même pour Picasso, et qui petit à petit a fait tache d'huile dans cette ville et qui est aujourd'hui ce magnifique rassemblement que l'on connaît. Mais Picasso, c'est aussi dès 1900 un Français d'adoption, bien que, vous savez, on lui ait toujours refusé son passeport français avec le fameux épisode étudié par Pierre Dex de sa tentative de demander un passeport français dans une période, il faut dire, pas très favorable aux étrangers. Donc, parisien d'adoption, et puis toujours méridional, aixois, comme Cézanne, et c'est face à la montagne Sainte-Victoire qu'il a choisi d'être inhumé. Identité politique. Picasso a été parfois identifié comme anarchiste dans sa jeunesse, sans que rien ne vienne vraiment l'attester, mais il est en tout cas indiscutablement républicain pendant la guerre d'Espagne. Là, pas besoin de documents. Je sais que les archives du musée Picasso en contiennent beaucoup, qui témoignent de sa fidélité à l'Espagne, tout court,
Espagne au cœur, mais il y a surtout Guernica en 1937, et puis jusqu'au bout, notamment l'hommage aux Espagnols morts pour la France, qui se trouve aujourd'hui comme Guernica, à Reina Sofia, une œuvre de 1946, et puis il y a son identité de communiste, à partir de son adhésion au Parti communiste français en 1944, et de toute cette série d'œuvres, toujours contestées, mais sur lesquelles il faudrait vraiment revenir. Je pense bien sûr à Massacre en Corée de 1951, qui se trouve au musée Picasso à Paris, et qui, au moment de l'ouverture de ce musée, était un petit peu relégué de façon honteuse sur un palier dans l'escalier, à côté d'une vitrine qui contenait justement toutes ces cartes d'adhésion au Parti communiste français. Et c'était étonnant, comme dans les années 1980-1985, on avait un petit peu de gêne et de problème avec cette histoire de Picasso, membre du Parti communiste, malgré ces archives considérables qui témoignaient, malgré tout, de sa fidélité à un parti, que c'était pas chose facile que d'être un artiste et d'être membre du Parti communiste français, et un parti qui défendait le réalisme socialisme, alors que Picasso a toujours été un homme libre. Et malgré l'épisode peut-être malheureux des années 50, de cette peinture d'histoire et d'adhésion, il est resté jusqu'au bout l'homme dont on verra la dernière production à Avignon, juste avant et juste après sa mort, et qui témoignait d'une vitalité intacte. Dans ce bel article de 1996 pour le catalogue de Bill Rubin, que j'ai déjà cité, Picasso et le portrait, les autoportraits de Picasso, Cœur Van Adou avait récapitulé, je le cite, la cohorte de succédanés dans lesquels Picasso n'avait cessé de projeter des références de lui-même, Harlequin, Minotaure et Mousquetaire, des figures doubles, du cirque, de la mythologie et du théâtre. La variété même de ces avatars, plus ou moins symboliques et allégoriques, reflète la fulgurance de l'évolution stylistique de Picasso, sans parler des tourments de sa vie privée, qui pour certains sont la clé de son travail. Mais c'est une vision un peu anecdotique, je crois, et contestable de sa création, mais qui a compté pour ses meilleurs exégètes. Je pense à Michel Leiris, lorsqu'il qualifia la série des dessins du peintre et son modèle de 1954 de « journal d'une saison en enfer ». Je m'attarderai pour conclure sur cette image d'un tableau de 1928-1929, année clé de la peinture au défi, d'un tableau appelé tout simplement « L'Atelier ». Car comme Sabartès l'avait très bien souligné, avant d'être autobiographique, l'œuvre de Picasso est tout autre chose. Elle est création, elle est langage, elle est laboratoire. Sur cette image, vous le voyez, une tête stylisée au centre, incarnant, avec ses déformations dites monstrueuses, le propre du style picassien tel que l'a perçu le grand public. Cette figure, elle occupe la place centrale, ces fameuses figures identifiées abusivement, je pense, comme une sorte de projection de ces difficultés privées, sorte de double déchaîné d'Olga. À ce moment-là, cette fameuse vagina dentata, sur laquelle nombre de spécialistes ont beaucoup glosé, figure extraordinaire du cri, de la mort aussi peut-être. En retrait, une ombre se dessine sur la droite. C'est celle du profil de l'artiste, le Deus ex machina, qui crée dans la solitude, comme tout artiste véritable, et voit son œuvre lui échapper. Yves Alain Bois voit dans ses profils de toute cette série de peintures, il y voit une image mélancolique, le spectre de la peinture elle-même, l'annonce du désastre prévisible de la mort de la peinture. Nous sommes en 28-29, la mort de la peinture, ou la peinture au défi. Rappelez-vous, en 1963, Picasso écrira sur un petit carnet de dessin « La peinture est plus forte que moi, elle me fait faire ce qu'elle veut ». Alors, mort ou victoire de la peinture, c'est peut-être là la clé
du mystère Picasso. Merci.